Il arrive un moment dans de nombreuses vies, souvent après des décennies de construction, d'efforts et d'adaptation, où une question tranquille et troublante commence à faire surface. Ce n'est pas une alarme bruyante, mais un bourdonnement sourd sous le bruit des obligations quotidiennes. Une dissonance subtile dans la musique de votre existence. C'est le sentiment que la vie que vous avez si soigneusement construite, celle qui coche toutes les bonnes cases, est en quelque sorte un territoire étranger. C'est la reconnaissance glaçante que la personne que tout le monde croit que vous êtes, l'employé fiable, le partenaire stable, le parent responsable, est un rôle que vous avez appris à jouer avec une précision experte, un scénario qui vous a été remis il y a longtemps et que vous interprétez depuis lors. C'est le premier murmure d'un appel profond, une convocation non pas vers un nouveau lieu, mais vers une nouvelle façon d'être. C'est une invitation à un voyage intérieur, une descente dans les profondeurs de votre propre âme. Les anciens mythes appelèrent cela le voyage en mer nocturne, un voyage solitaire dans l'obscurité de l'inconnu intérieur. Vous descendez seul dans l'obscurité, sans savoir ce que vous allez trouver, ni ce que cela va vous coûter. La seule certitude est que lorsque, ou si, vous revenez à la surface, vous serez changé. Le monde aura l'air le même, le soleil se lèvera toujours, les rues auront les mêmes noms, mais vous verrez tout avec de nouveaux yeux. Et c'est alors que vous faites une découverte surprenante. Vous ne parlez plus la même langue que beaucoup de ceux qui sont restés sur le rivage, satisfaits du scénario familier. Ce n'est pas un choix que vous faites activement. C'est une conséquence du fait de voir, un résultat inévitable de ne plus pouvoir faire semblant. Cela marque le début d'un grand et souvent douloureux réaménagement de votre monde, en commençant par les fondations mêmes de votre vie sociale, avec les personnes que vous appeliez autrefois vos amis les plus proches. Ce voyage ne consiste pas à devenir meilleur que les autres, ni à atteindre un état spécial et éclairé. En fait, tout sentiment de supériorité est un signe clair que l'on n'a pas voyagé du tout, mais que l'on a simplement construit une cage plus élaborée pour l'ego, décorée de mots à consonance spirituelle. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental. Il s'agit du travail difficile et humiliant de devenir un individu entier et complet, un processus que le grand psychiatre suisse Carl Jung appelait individuation. Il s'agit de répondre enfin à l'appel pour découvrir qui vous êtes sous les innombrables couches d'attente, de conditionnement et d'accord social que vous avez accumulés au cours de votre vie, et d'avoir le courage de vivre à partir de ce noyau authentique, quelles qu'en soient les conséquences. Pour vraiment comprendre pourquoi ce voyage intérieur crée une telle perturbation extérieure, vous devez d'abord disséquer le monde dans lequel la plupart des relations fonctionnent. La société, à bien des égards, est un grand et complexe bal masqué. Dès nos premiers jours, on nous apprend à fabriquer et à porter un masque, une version fonctionnelle et acceptable de nous-mêmes, qui peut naviguer dans le monde sans causer trop de friction, ni révéler trop de notre réalité intérieure, désordonnée et contradictoire. Jung a nommé ce masque la persona. C'est le bon employé qui ne remet jamais en question l'autorité, l'ami loyal qui est toujours d'accord, le parent fiable qui ne montre jamais de faiblesse. C'est notre CV social, la partie de nous qui connaît les règles, rit aux bonnes blagues et offre les opinions attendues. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans ce masque. C'est un outil nécessaire à l'interaction sociale, un tampon qui permet à la société de fonctionner. Mais un problème profond et dangereux survient lorsque nous oublions que nous le portons. Le problème survient lorsque le masque fusionne avec notre peau et que nous en venons à croire que ce personnage soigneusement construit est l'intégralité de ce que nous sommes. La plupart des amitiés, si nous sommes brutalement honnêtes avec nous-mêmes, sont des contrats tacites entre deux masques et non des connexions profondes et résonantes entre deux âmes. Elles sont construites sur une base d'illusions partagées et de prétentions mutuellement bénéfiques. Nous acceptons de nous plaindre de notre travail, mais nous ne remettons jamais fondamentalement en question les systèmes que nous servons. Nous acceptons de bavarder sur une connaissance commune, parce que cela renforce notre propre sentiment d'appartenance et de droiture, créant un « nous » temporaire contre un « eux ». Nous acceptons de maintenir un certain niveau de superficialité polie, sans jamais creuser trop profondément de peur de ce que nous pourrions découvrir en nous-mêmes, ou, plus effrayant encore, en eux. Ces relations fonctionnent grâce au carburant de la persona.
Elles exigent que vous jouiez votre rôle, que vous mainteniez la façade, afin que les autres puissent confortablement maintenir la leur. L'éveil commence lorsque le masque commence à peser lourd, lorsque la performance devient totalement épuisante. Le sourire forcé ressemble à une fissure sur votre visage. Le hochement de tête approbateur provoque une douleur dans votre cou. Les conversations creuses vous laissent non plus seul que si vous étiez simplement resté assis en silence. Vous vous retrouvez à un dîner, entouré des mêmes personnes que vous connaissez depuis des années, à écouter les mêmes histoires et plaintes prévisibles, et un profond sentiment d'aliénation vous envahit jusqu'aux os. Vous êtes un acteur qui a soudainement oublié ses répliques, parce qu'il a réalisé que la pièce elle-même est une farce. C'est la fissure de la persona. C'est le moment où vous commencez à vous sentir étouffé par le rôle que vous jouez, et une envie irrésistible et indéniable se fait sentir d'enlever le masque, même si cela signifie que vous ne serez plus le bienvenu à la fête. Vous ne pouvez plus soutenir la performance, car l'énergie qu'elle exige est l'énergie même dont vous avez besoin pour le vrai voyage qui a commencé à l'intérieur. Une fois que le masque commence à se fissurer, le vrai travail commence. Pour vraiment l'enlever, vous ne pouvez pas simplement l'arracher dans un accès de rébellion. Vous devez comprendre ce qui se trouve en dessous, ce qu'il a caché. Cela exige un courageux détournement du monde extérieur de l'approbation sociale et le début d'un véritable dialogue avec votre monde intérieur, avec le vaste territoire inexploré de votre propre psyché. La première étape sur ce chemin est souvent la plus effrayante et la plus cruciale. Elle implique de confronter ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre est le sac sombre que nous portons sur notre dos toute notre vie. C'est la collection de toutes les impulsions, désirs, faiblesses et vérités inconfortables sur nous-mêmes que nous avons jugées inacceptables. C'est tout ce que nous avons refoulé et renié pour maintenir notre persona de bonne personne. Elle contient notre colère inexprimée, notre envie secrète, notre chagrin enfoui, notre profonde paresse, notre terrifiante vulnérabilité. Dès l'enfance, on nous a appris à cacher ces parties. Les bons garçons ne se mettent pas en colère. Les gentilles filles ne sont pas égoïstes. Ces phrases simples et bien intentionnées sont les couteaux qui découpent des morceaux de notre intégrité et les fourrent dans le sac d'ombre. Le travail intérieur d'individuation ne consiste pas à céder à ces aspects les plus sombres, mais à avoir le courage de s'arrêter, de poser le sac, de l'ouvrir et de regarder à l'intérieur. Il s'agit de reconnaître ces parties reniées, de comprendre leurs origines et d'intégrer leur énergie dans notre personnalité consciente. Cet acte d'intégration est ce qui crée la véritable authenticité et le pouvoir personnel. Vous cessez de faire semblant d'être un saint unidimensionnel et vous acceptez la réalité complexe, désordonnée et belle de votre pleine humanité. Et ce processus est profondément menaçant pour les personnes qui sont encore fortement investies dans le fait de prétendre que leur propre sac d'ombre n'existe pas. Lorsque vous ne réprimez plus votre propre colère justifiée, vous devenez un miroir vivant pour quelqu'un qui bouillonne d'agressivité passive. Lorsque vous avez reconnu votre propre vulnérabilité profonde, vous voyez à travers la fragile façade de la fausse confiance fanfaronne de quelqu'un d'autre. Votre intégrité retrouvée rend leur fragmentation intérieure douloureusement évidente, non pas parce que vous le soulignez, mais parce que votre présence même met en évidence les parties d'eux-mêmes qu'ils refusent de voir. La plupart des gens ne veulent pas qu'on leur rappelle le travail intérieur qu'ils évitent, et ils réagissent souvent avec colère ou retrait, non pas envers vous, mais envers le reflet que vous leur montrez. Parallèlement à cette intégration de l'ombre, un autre changement sismique se produit au sein de la psyché. L'ego, la partie de vous qui dit « je » et croit être le seul auteur de votre vie, est lentement et régulièrement détrôné. Pendant la majeure partie de votre vie, l'ego a été le roi de votre royaume intérieur. Ses principales préoccupations sont la survie, le statut, le contrôle et le fait d'avoir raison. C'est la partie de vous qui convoite cette promotion, qui s'obsède sur ce que pensent les voisins et qui planifie méticuleusement un avenir qu'elle ne pourra jamais vraiment garantir. L'ego est le capitaine de votre navire, et il est nécessaire pour naviguer dans les eaux de la vie quotidienne. Mais lors de ce voyage intérieur, vous découvrez que le capitaine n'est pas tout le navire, et que le navire lui-même navigue sur un vaste et mystérieux océan de conscience qui a ses propres courants et marées. Vous commencez à écouter une sagesse plus profonde, une intelligence directrice que Jung appelait le soi.
Le soi est le véritable centre de la psyché, le principe organisateur de tout votre être, l'intégrité à laquelle vous êtes appelé. Alors que l'ego cherche à atteindre ses propres objectifs limités, le soi recherche l'intégrité, le sens et l'épanouissement de votre potentiel unique. Sa voix n'est pas forte et exigeante comme celle de l'ego. Elle parle dans le langage silencieux de l'intuition, des rêves récurrents, des coïncidences significatives et de ce sentiment persistant et lancinant que quelque chose ne va pas profondément lorsque vous vous écartez de votre véritable chemin. Lorsque vous commencez à aligner votre vie sur les conseils du soi au lieu des diktats de l'ego, tout votre système de valeurs est bouleversé. Un ami peut être rongé par l'anxiété face à une restructuration d'entreprise, un objectif d'ego de sécurité s'il en est. Vous pouvez écouter avec une compassion sincère sa peur, mais une partie de vous voit un schéma plus large. Vous voyez que son véritable voyage, la leçon que le soi essaie d'enseigner à travers cette crise même, pourrait être d'apprendre la résilience, de découvrir ses propres ressources intérieures ou de trouver une vocation plus vraie. Vous ne pouvez pas exprimer cela, bien sûr. Le faire reviendrait à invalider toute sa réalité, à dire au capitaine que sa carte détaillée sur papier ne vaut rien, alors qu'il essaie désespérément de naviguer dans une tempête. Vous voyez simplement le monde d'une altitude différente, plus élevée, qui valorise la croissance de l'âme plutôt que l'accomplissement mondain. Cela crée un fossé silencieux et infranchissable dans vos conversations. Vous ne parlez plus à partir de la même carte de la réalité. Cette profonde recalibration intérieure conduit inévitablement à un schisme avec le monde extérieur. Une série de fractures dans votre fondation sociale. Les retombées se produisent parce que vous avez fondamentalement changé les règles tacites de l'engagement. Une grande partie du lien social, par exemple, est basée sur le puissant mécanisme psychologique de la projection. Nous prenons inconsciemment une partie de notre propre ombre non reconnue, notre propre critique intérieure, notre propre avidité, notre propre insécurité, et nous la projetons sur une autre personne ou un groupe. Nous voyons en eux l'arrogance ou l'ignorance que nous refusons de voir en nous-mêmes. Cela crée un faux sentiment de droiture et un lien de groupe puissant, bien que toxique. La personne qui a commencé le travail difficile d'intégrer sa propre ombre ne peut plus participer à ce jeu inconscient. Parce que vous avez fait la paix avec votre propre potentiel d'arrogance, vous êtes moins susceptible d'être aveuglément indigné par elle chez les autres. Vous pouvez la voir pour ce qu'elle est, une partie blessée de la condition humaine. Cela fait de vous un terrible bavard et un allié peu fiable dans tout drame alimenté par le blâme et le bouc émissaire. De plus, ce refus de projeter s'étend aux plus grands jeux sociaux de tous. Le tribalisme. Une grande partie de la société humaine est organisée autour du principe primal de « nous contre eux ». Mon pays, mon parti politique, mon équipe sportive, même ma famille. Ces identités procurent un puissant sentiment d'appartenance, mais souvent au prix terrible de la diabolisation d'un autre. La personne qui s'individue commence à voir à travers cette dangereuse illusion. Elle commence à reconnaître l'humanité partagée chez l'ennemi désigné et à voir l'ombre opérer au sein de sa propre tribu. Elle peut soutenir deux idées contradictoires à la fois, que son propre camp a de profondes failles et que l'autre camp a des points valables. Dans un monde qui exige une allégeance en noir et blanc, cette perspective nuancée et intégrée est considérée comme une profonde trahison. On vous accuse de ne pas vous soucier, d'être détaché, d'être déloyal. En réalité, vous avez commencé à vous soucier à un niveau beaucoup plus profond et universel, qui fait que les querelles tribales ressemblent à un gaspillage tragique et inutile d'énergie humaine. Cela peut être une expérience profondément isolante. En refusant de prendre parti dans une querelle familiale, par exemple, vous pouvez devenir un paria pour les deux factions. Vous êtes un miroir vivant, et dans une maison de secrets et de ressentiments, rien n'est plus malvenu qu'un miroir. Alors que vous vous éloignez de la conscience collective et de ses jeux, un nouvel état d'être commence à émerger, un état qui est presque universellement mal compris par le monde extérieur. C'est la différence cruciale entre la solitude et l'isolement. La solitude est la douleur brute de l'ego isolé. C'est un vide qui a soif d'être comblé, un vide qui aspire à la distraction et à la validation des autres. C'est le défilement frénétique sur un téléphone, la télévision qui hurle dans une pièce vide, le besoin désespéré de bruit pour noyer le silence intérieur. L'isolement, en revanche, est l'état riche, générateur et paisible d'être en communion avec le soi.
Ce n'est pas un vide, mais une plénitude. C'est une découverte que lorsque vous êtes vraiment avec vous-même, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en la meilleure compagnie possible. C'est le processus actif et engagé d'écoute de votre propre monde intérieur. Dans cet état de plénitude intérieure, votre besoin fondamental des autres change. Vous ne recherchez plus des amis pour combler un vide, pour valider votre existence ou pour vous distraire de votre propre vide intérieur. Vous pouvez profiter profondément de la compagnie, mais vous n'en dépendez pas pour votre sentiment de bien-être. Cette possession de soi, paradoxalement, peut être profondément peu attrayante pour les personnes qui fonctionnent encore à partir d'un lieu de besoin psychique. Elles veulent un ami qui a besoin d'elles en retour, qui renforcera leur vision du monde et participera à la validation mutuelle de leurs égos. Lorsque vous n'avez plus besoin de cela, le contrat tacite basé sur le besoin de la relation est rompu. De ce lieu d'intégrité, un nouveau type d'amour devient possible. Ce n'est pas l'amour avide et conditionnel de l'ego, qui dit « Je t'aimerai si tu me fais te sentir bien, si tu es d'accord avec moi, si tu me renvoies de l'image de moi-même que je veux voir. » C'est un amour objectif qui découle du soi. C'est une reconnaissance profonde et impersonnelle de l'étincelle divine chez une autre personne, que vous aimiez ou non sa personnalité, ou que vous approuviez ses choix. C'est comme un phare. Il n'essaie pas de contrôler les navires ou d'exiger qu'ils naviguent d'une certaine manière. Il ne s'affaiblit pas si aucun navire ne passe. Il fait simplement briller sa lumière, de manière constante et inconditionnelle, pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Cet amour ne s'accroche pas, il n'exige pas, et il ne cherche pas à changer qui que ce soit. Pour ceux qui sont habitués au drame et à l'intensité des relations basées sur l'ego, cet amour calme et constant peut sembler distant, voire froid. Ils cherchent un feu pour se réchauffer les mains, et vous leur offrez la vaste et tranquille lumière du soleil. Votre acceptation inconditionnelle de leur douleur peut être perçue comme une invalidation par quelqu'un dont l'identité est construite sur ces problèmes. Si vous n'êtes pas d'accord pour dire que leur crise est une catastrophe, ils ont l'impression que vous ne vous souciez pas vraiment d'eux, car leur ego a besoin de ce drame pour se sentir vivant. En fin de compte, le chemin de l'individuation vous force à redéfinir complètement le succès et l'échec. La réduction de votre monde social, que l'ego effrayé qualifiera certainement d'échec catastrophique et de signe de votre propre impopularité, est perçue du point de vue supérieur du soi comme une partie nécessaire et même belle de votre croissance. C'est le rejet de ce qui n'est plus vrai. L'abandon des relations qui étaient basées sur une personne que vous n'êtes plus. C'est la taille prudente et délibérée d'un arbre qui, bien qu'il puisse paraître austère et stérile pendant une saison, permet à des branches plus fortes et plus authentiques de pousser vers la lumière. Le voyage n'a jamais consisté à être aimé ou populaire. Il n'a jamais consisté à collectionner des amis comme des trophées à exposer sur une étagère comme preuve d'une vie bien vécue. Le but même du voyage était de devenir entier. Il s'agissait de répondre à l'appel des profondeurs de votre propre être, d'avoir le courage d'affronter votre propre ombre, de détrôner l'ego tyrannique et d'aligner votre vie sur la sagesse tranquille et puissante du soi. Lorsque vous trouvez ce centre intérieur, vous faites une découverte finale et libératrice. La connexion profonde au niveau de l'âme que vous recherchiez autrefois désespérément chez les autres n'était qu'un reflet déformé de la connexion profonde que vous n'aviez pas encore trouvée en vous-même. Le compagnon ultime que vous recherchiez était votre propre âme intégrée. En vous unissant à votre propre soi, vous vous connectez à la totalité de la vie elle-même. Vous réalisez que vous n'êtes pas un fragment solitaire dans un univers hostile, mais une expression unique et nécessaire de cet univers. Et dans cette connaissance inébranlable, la question du nombre d'amis que vous avez devient magnifiquement, merveilleusement hors de propos. Vous n'êtes jamais vraiment seul, car vous êtes enfin rentré chez vous.